Et juste en attendant, il y avait une fiche de présence pour. J'ai vos coordonnées pour venir informer un peu de l'avancée du projet. Je ne sais pas si tout le monde l'a eu, mais je peux comprendre d'habitude que certains ne l'avaient pas. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis local de l'étape. Je travaille au Vinipôle qui est très de l'autre côté de la rue. Donc, je travaille sur le changement climatique en viticulture. Donc, je vois que mes homologues du 21 qui sont là, donc on a des missions qui sont assez proches. Donc, moi, pour travailler sur les aléas climatiques, le gel notamment, et puis on travaille aussi sur tout ce qui est stress hydrique, aléas climatiques. Et je vous parle là cet après-midi, donc en clôture, ça pourrait être aussi en démarrage, de produire dans un contexte de changement climatique. Alors je m'excuse de ne pas avoir été là plus tôt. Là, moi j'aborde l'aspect production, mettant pas de côté tout ce qui est biodiversité, mais je vous donne un petit focus sur les notions de production avec des éléments économiques. Et donc ce qui m'a été demandé comme intervention, c'est de vous parler des effets constatés et attendus du changement climatique et des moyens d'adaptation qu'on pourrait mettre en œuvre pour lutter face à ce fléau. Je commence par ça, le climat il change, ça vous êtes tous conscients de la chose. Les vignerons en particulier, par le fait qu'on plante du matériel végétal pour 50 ans, 60 ans, même plus. Donc c'est les premiers témoins d'un climat qui change et je vais vous donner quelques éléments qui l'accréditent. J'aime bien démarrer par ce graphique qui a été donné par Météo France. Je trouve qu'il est assez intéressant, donc ça donne dans le Rhône, c'est pas très loin d'ici, le nombre de jours avec un sol très sec entre avril et septembre. Un sol sec, c'est problématique à plusieurs titres. Alors d'abord, en période de canicule, un sol qui n'a pas d'humidité va s'échauffer fortement. Et, du coup, une parcelle qui est nue en plein cagnard, vraiment qui subit la sécheresse, elle va d'autant plus avoir un dépérissement et surtout souffrir du stress hydrique. Et puis les quelques jours qu'on a eu de gel, on trouve aussi que les sols qui bénéficient peu d'humidité vont se réchauffer en journée et du coup vont débourrer plus tôt et vont avoir des problèmes de gel sur les parcelles qui sont en secteur vinif, qui sont travaillées avec un sol qui peut rester nu et dans certains cas, un débourrement qui peut un peu s'avancer. Ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est que vous voyez qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que ça démarre des années 60 et on arrive à 2003. 2003 qui est vraiment une année charnière, un point de bascule, où à partir de cette période-là, on a quasiment tous les ans des nombres de jours non négligeables où le sol est sec. On a une bascule climatique, on voit ça assez de manière concrète, à partir de 2003. Montré de manière différente, pour ceux qui sont de loin, vous avez une abscisse une heure donnée, tout ce qui est en haut c'est chaud, froid, et à gauche c'est sec, et à droite c'est humide. Et l'essentiel des années qu'on a depuis 15-20 ans, pour la plupart en haut à gauche, donc ce sont des années qui sont très chaudes et très sèches. 2003, on voit, est vraiment caractéristique et en haut à gauche. 2020 est juste derrière. En 2021, on a eu beaucoup d'eau, et sur les sommes de température et sur même les températures moyennes, on est à peu près au niveau de la courbe du milieu. Alors, ce que je trouve, je voulais vous présenter rapidement 2018, qui est pour moi une année type de ces dernières années, qui pourrait être une année un peu type des années à venir. Alors, je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle Infoclimat, qui est gratuit, et dessus, quand on regarde un petit peu, on a des traitements cartographiques, des graphiques très intéressants. Et on peut choisir des stations. Alors, moi, je choisis toujours de Mâcon-Charnay parce que c'est une station Météo France avec la rigueur et l'entretien qu'on connaît. Et vous avez 2018, tout ce qui est en rouge est au-dessus de la normale, et en bleu, tout ce qui est en dessous. Et ce qui est intéressant avec 2018, c'est que tout, à peu près 10 à 11 mois sur 12, ont été au-delà de la normale. C'est-à-dire qu'on était à une température moyenne de plus de 2,2 degrés, 2,1 degrés par rapport à une normale. On parle toujours de normale, c'est-à-dire sur 30 ans. En termes de pluviométrie, les précipitations, elles ont été en recul de 14%. On considère qu'à Mâcon, c'est autour de 800 mm, donc on était un peu en dessous. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que la répartition intermensuelle des pluies, elle n'est pas adaptée aux besoins en eau des plantes. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de pluie en janvier, en mars, un rechargement aussi en octobre, novembre, décembre. Et entre les deux, on avait un régime hydrique qui était en deçà des besoins des plantes, avec notamment, dans certains coins, surtout en 2018, du stress hydrique. L'impact sur l'agriculture, il va d'abord s'exprimer sur le rendement.
Alors le rendement est exprimé en hectolitres hectares, donc ça ce sont des données, je vais vous montrer deux courbes du BIVB. Vous avez donc ici la courbe des rendements moyens à l'échelle de la Bourgogne. Vous avez quatre couleurs, donc ce qui va nous retenir, c'est la Saône-et-Loire qui est en vert clair. On voit vraiment le pic vers le bas, c'est 2003, qui est encore on voit cette année charnière. Et à partir de 2003, on a vraiment un caractère un peu fluctuant des rendements et à la baisse, quel que soit finalement le département, avec la Côte d'Or qui dévisse un peu plus que le reste. On peut mettre derrière le dépérissement du vignoble, on peut mettre derrière le gel, on peut mettre derrière le stress hydrique, mais tout combiné, on a quand même une baisse des rendements qui constate. Donc je vous ai parlé de rendement. On a aussi le type de vin, autre courbe du BIVB, pour ceux qui me connaissent, je le montre souvent. Vous avez à gauche, en abscisse, les sucres et en ordonnée l'acidité totale. Et en fait, le BIVB classe les années selon le rapport sucre et acidité. On a en haut à gauche des patates qui donnent, on va dire, des acidités entre 6 et 9 et des sucres autour de 170. C'était le vin des années, on va dire, qui était fait en années 90. Dans l'espace de 20 ans, on a basculé ici sur des sucres, on est à 220 grammes, et puis en acidité, des acidités autour de 5, 5,5. C'est assez rapide, en l'espace de 20 ans, de basculer de là à là. Alors c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce qu'on a des vins qui sont une bonne maturité. Pour le pire, c'est qu'on avait les problèmes qu'on connaît liés notamment au vieillissement du vin, puis tout ce qu'on peut avoir derrière. Alors, comment on l'explique? Bon, je vous fais un rapide topo. Pareil, changement climatique, qu'est-ce que c'est finalement? Changement climatique qui est dû à une augmentation de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone qu'on exprime en parties par million. Je vous ai dit au début, le climat change, il a toujours changé. Donc si on remonte dans des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'années, il y a toujours eu des variations de concentration atmosphérique. On est passé au minimum à 175, 180 parties par million et on a pu cumuler à 300. La nouveauté, vous voyez arriver, c'est qu'on dévisse complètement ces dernières années. En l'espace de 60 ans, on va dire, on a complètement déséquilibré le système. C'est que l'épaisseur du trait est beaucoup trop importante par rapport à la réalité. Et aujourd'hui, on est en train de dépasser les 400 parties par million. La conséquence directe, on augmente un gaz à effet de serre, l'atmosphère se réchauffe, c'est comme ça. Cette courbe, je la montre assez souvent parce qu'elle donne, en fait, selon différents modèles, et depuis que les modèles apparaissent, en fait, on mesure l'écart par rapport à une normale. Ça permet de comparer des points du globe différents. Et tous les modèles, quels qu'ils soient anglais, japonais ou américains, montrent qu'on a, depuis les années 80, 70-90, une augmentation et une accélération du réchauffement. On a la même chose en France. Alors, il y a eu un petit peu de retard, c'est-à-dire jusque dans les années 80, et puis à partir de 80, on a une hausse à peu près autour de 1,5 et 1,8 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Donc, le climat change, il a déjà commencé. Alors, désolé de vous plomber. Je vais vous parler des différents scénarios, et on se base, alors moi, je me base que sur les scénarios du GIEC. Donc, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Qu'est-ce qu'ils font le GIEC? En fait, ils font la somme de toutes les publications scientifiques au monde qui sont, on va dire, j'ai qualifié de carré. Ils font la synthèse et c'est un consensus de scientifiques. Donc, c'est pas une personne qui décide, c'est un groupe de scientifiques. Et on a 4 scénarios, vous avez déjà vu avoir cette courbe, qui vous donnent une hausse de température dont l'amplitude va être marquée par notre capacité ou non à réduire nos émissions de manière drastique. On a le scénario, je vais démarrer le plus pessimiste, qui est le scénario, le LCP 8.5 en boucle. Et puis vous avez les scénarios intermédiaires, et notamment en bleu ciel ici, vous voyez, qui sont les accords de Paris de ne pas dépasser le réchauffement du globe à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Je ne vais pas vous dire où on va, je ne sais pas. Simplement, c'est que pour l'instant, c'est pareil logiquement, on est sur la courbe rouge. Toute la dynamique s'est derrière à réduire ses émissions et essayer au minima d'être sur la courbe bleu ciel. Donc à partir de ça, on a ces données du GIEC et en plus on a la capacité aujourd'hui d'avoir, de vous donner, prédire le temps statistique qu'il pourrait faire sur des points de grille assez précis. C'est-à-dire que le GIEC donne des modèles. Ces modèles tournent sur des plateformes que vous trouvez en libre accès. Et la France est divisée en petits points de grille et chaque petit point de grille est associé à une commune, donc là c'est centré sur Davaillé. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui de donner le temps qu'il pourrait faire, selon les 4 scénarios, à un endroit donné, avec un point de grille de 8 km². J'ai choisi les points de grille, donc je les ai centrés comme on est ici, dans le sud de Mâconnais.
Et on part toujours de 3 pas de temps. Période de référence 67-2005, c'est l'exploitation de nos parents. Futur proche 2021-2050, c'est l'exploitation qu'on va avoir. Et 71-2100, c'est nos petits-enfants. Et on va dire le futur lointain. Alors je vais vous montrer des courbes, je garde toujours les deux modèles. 8.5, c'est les scénarios les plus émissifs, et 4.5, les accords Paris. Et je vais vous fournir rapidement quelques indicateurs climatiques et agroclimatiques. Donc climatique, c'est la pluie, la température, on va dire les paramètres directs. Et les indicateurs agroclimatiques sont des paramètres indirects qui sont utilisés notamment pour la viticulture. Alors, je l'ai dit, il y a des modèles de prévision, il y a surtout des scénarios. C'est important d'avoir ça en tête. Quand on écoute les médias, la météo, ils vous donnent, souvent vous avez déjà vu la météo en 2050, mais ils ne vous disent pas forcément quel modèle est associé, ça c'est important. Ici, vous avez la température moyenne à Davaillé. Vous avez le maxima, le minima et les valeurs intermédiaires pour 67-2005. Et puis on prévoit une hausse avec le scénario des accords Paris à autour de 14 degrés de moyenne. Ça, c'est le scénario, on va dire, intermédiaire. Vous avez le scénario un peu plus émissif, même le très émissif. On voit que la courbe s'accélère et on passerait à plus de 15 degrés de moyenne. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous dire on va aller là-dessus, mais simplement c'est que les mécanismes d'adaptation qu'on va mettre en œuvre derrière vont pas avoir la même incidence que l'on soit sur le scénario des, on va dire, accords Paris ou le scénario le plus noir, où vraiment on a une marche un peu plus haute à gravir. Alors je vais vous balayer rapidement quelques indicateurs. J'essaie de donner le maximum, vous voyez, le scénario derrière. Donc 4.5 pour rappel, c'est les accords Paris. Et premier élément sur les précipitations, ça ne paraît pas logique du premier abord, mais on aura plus de pluie. C'est-à-dire qu'en médiane, aujourd'hui, on est à peu près à 820 mm à Mâcon. À la fin du siècle, on pourrait passer à 900 mm. Ce qui est logique, en fait, c'est qu'il y aura plus d'évapotranspiration, plus de cycles de l'eau, donc une accélération des pluies. Et effectivement, sur la région Bourgogne, on aurait plus de pluie par rapport à cette période d'aujourd'hui. Le problème, on va y arriver avec l'année 2018 que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que la répartition des pluies ne sera pas forcément la même. Vous avez en haut à gauche la référence, futur proche et futur lointain. Ce qui est barré, c'est notre période de référence pour vous comparer. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y aura un peu plus d'eau. Par contre, fin du siècle, l'eau, elle sera surtout ici et là. Et puis entre les deux, on aura peut-être un petit creux. Peut-être que c'est encore de l'hypothétique, mais en tout cas, on arriverait là-dessus. Le problème, c'est le déficit hydrique. C'est-à-dire qu'une plante, elle a besoin d'eau pour pousser. Et quand on a des précipitations et qu'on soustrait aux besoins de la plante, qu'on appelle l'ETP, on arrive aujourd'hui, alors ce qui est normal, on a du stress hydrique, un déficit hydrique en été. On a des moyennes, aujourd'hui en bleu, à peu près moins 50 mm au mois de juillet. Avec le scénario accord de Paris, on serait à peu près à moins 100 mm, on met sur une année moyenne. Le problème, c'est les années vraiment sèches, c'est-à-dire avec une précipitation faible et des transpirations des végétaux fortes. Là, on serait plutôt sur, vous ne voyez pas très bien, mais moins de 100 mm, donc on serait à peu près ici, par rapport à la première courbe, et surtout, un stress hydrique qui démarre plus tôt, qui finit plus tard. Bon, je vais rapidement sur les épisodes caniculaires, c'est une conséquence qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire une augmentation des phénomènes caniculaires à plus de 35 degrés à Vinzel, sur le scénario noir, je suis dessus, entre 5 et 10 jours par an en moyenne d'épisodes caniculaires avec un maxima autour de 25 jours. Bon, ça fait un peu les d'Égypte, ce que je vous présente. Ce que je voudrais vous montrer, c'est, je vous ai montré les courbes, maintenant on va essayer d'interpréter ça de manière différente. Je trouve que c'est mieux de mettre ça en lumière, et j'aime bien le mettre sous forme d'une carte. C'est des cartes qu'on utilise souvent, nous conseiller quand on présente le changement climatique. Je vous donne la température moyenne sur les différentes communes, et je vais me focaliser sur Beaune. J'aurais pu faire pareil pour Mâcon. Beaune aujourd'hui est à Beaune, voilà, c'est comme ça. Sur l'horizon 2021-2050, avec le réchauffement, on dit que le climat remonte. Et ben, ça veut dire que le climat actuel de Beaune se situerait avec le climat qu'on a aujourd'hui au niveau de Lyon, sur donc 2021-2050. Et sur le scénario des accords de Paris, on serait au niveau du climat de Montélimar. Ça met un peu plus en perspective par rapport à des simples températures moyennes. Sur le scénario noir, on est au niveau de Canet-en-Roussillon. Canet-en-Roussillon de la Camargue. Ce qui veut dire quand même, c'est qu'on reste en France, il y a de la ligne, par contre, c'est pas le même type de vie et de paysage qu'on a dans le secteur là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait en face? Alors, vous avez la première solution, c'est de faire comme font nos amis champenois, donc il y a certaines maisons,
et ben, lui, il remonte, il va au sud de l'Angleterre. Il remonte l'art géographique pour retrouver finalement le climat qu'on retrouvait dans la Champagne ces dernières années. Et petit à petit, il va remonter de plus en plus. Et puis, vous avez l'autre solution de se dire, ben, moi, je veux maintenir ma production en Bourgogne, parce que c'est chez moi. Il y a un savoir-faire, il y a un patrimoine, il y a des vignerons. Donc, on va faire autre chose. Il n'y a pas 50 solutions, il faut s'adapter et innover. Alors, je finirai par là. Je vous ai montré tout ça. C'est-à-dire qu'il y aura des sols plus chauds, plus secs, il y aura des températures estivales plus chaudes, etc. Ça fait des pédagogiques, encore une fois, mais je trouve intéressant, en lien par rapport à la journée qu'on a aujourd'hui, c'est quelques pistes d'adaptation que je vais vous présenter sur une diapo très rapide, que nous, on a en réflexion, il n'y a pas tout. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec les vignerons sur tester des modalités de travail du sol, tester des gestions du couvert qui pourraient réduire le stress hydrique, en particulier en période de canicule. Mais si on prend notre parcelle de vigne, quelques éléments concrets pour limiter le stress hydrique et les déperditions, c'est par exemple améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol, limiter l'érosion, réduire les effets des canicules, améliorer sa rétention au sein des parcelles, augmenter l'ombrage et réduire l'échaudage, et réduire l'assèchement en surface dû au vent. Et ça, c'est quelques pistes qui peuvent être mises en place grâce à l'agroforesterie. C'est quelques pistes, elles ne font pas tout. Elles ne feront pas tout, en tout cas. Mais c'est des pistes qui, finalement, par rapport à l'apport, il y a l'apport de biodiversité, il y a des apports sur lesquels vous en avez vu en parler aujourd'hui, mais il y a aussi des effets techniques sur la production qui peuvent permettre de maintenir, en tout cas au maximum, la production et la typicité des vins d'un secteur. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions?